On est vraiment dans une atmosphère qui rappelle les prémices d'une guerre civile ou d'une révolution. Parce que c'est toujours comme ça, c'est l'augmentation progressive des incivilités, des violences, notamment des violences politiques, et le fait que l'impensable devient pensable. La fameuse fenêtre d'Overton est à l'œuvre, c'est-à-dire que quand même donner des coups de coude à des journalistes, déjà manifester dans un parlement contre un journal, moi ça ne cadre pas avec mes neurones humbles et modestes. Ce matin, on reçoit Driss Ghali. L'interview frontale, c'est parti. Frontières, la matinale, l'interview frontale. Bonjour Driss Ghali, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes essayiste, ça fait toujours plaisir de vous avoir, parce que vous avez eu à différents entretiens fauteuil rouge et c'est toujours extrêmement intéressant de vous avoir. Et ce matin, on voulait vous avoir pour cette interview frontale, pour discuter de différents sujets, notamment effectivement de projets de la France insoumise, de l'Algérie aussi, puisque c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous, notamment sur les relations qu'on entretient. Et puis, je vais laisser Jordan, juste avant de lancer mes éléments sonores, je vais laisser Jordan faire le lien avec le réveil des idées. Oui, parce qu'on va y venir sur le magazine. Moi, je voulais faire le lien avec vous, Driss Ghali, sur le réveil des idées, où on a évoqué ce projet de fin de vie, parce que la question que j'aurais aimé poser, mais finalement, vous allez savoir mieux me répondre. Est-ce que c'est un sujet franco-français, ou est-ce que dans d'autres parties du monde, j'ai l'impression que dans le monde oriental, on n'a pas ce type de débat, on n'a pas ce type de questions, on n'a pas cette promotion de la mort comme on l'a en France, on n'a pas, il y a une vraie glorification de la vie, et de la famille également. Est-ce que c'est encore un signe de notre décadence occidentale et par rapport à vous qui défendez la vie? Oui, il y a au moins effectivement deux choses à dire. L'Orient est occupé à travailler. Nous, on ne travaille plus parce qu'on a un État et un État profond, ce que j'appelle dans mon dernier livre un parti unique composé de l'État profond et des entreprises, des grosses entreprises, qui ont mis le frein à main avec les impôts, la concurrence qui est très difficile, les marchés sont plutôt oligopolistique. Donc le travail est aujourd'hui ailleurs. Donc quand on ne travaille pas, on s'occupe de choses futiles, notamment ils ont sacralisé l'IVG, maintenant ils veulent l'euthanasie, et quand un État s'occupe du sociétal, c'est qu'il ne s'occupe pas de l'essentiel. La Chine, le Vietnam sont occupés à nous rattraper ou même à nous dépasser. La deuxième chose, la République française, malheureusement, est devenue une espèce de régime du marquis de Sade, où on est dans le culte de la mort, donc l'IVG, 250 000 IVG par an, quand même, on n'est plus dans la contraception, on est ailleurs. On est largement ailleurs. Ça, c'est pas une position religieuse, c'est juste les faits. L'euthanasie aujourd'hui, vous avez toute une espèce de sexualisation débridée qui est devenue une norme. Donc, on se pose la question sur quelle république. Au fait, cette République française, ce sera peut-être mon dernier mot. Elle est à la fois le régime du marquis de Sade, la maltraitance. Comment on peut admettre des OQTF qui peuvent tuer Lola? Le marquis de Sade n'aurait pas fait mieux, ou pire. On a délégué la violence à certains étrangers, je dis bien certains étrangers, mais l'État ne fait rien. Il y a plus de frontières, plus de politique pénale complètement laxiste. Et donc on a d'un côté la République du marquis de Sade, et de l'autre, avec LFI, une potentielle république islamique. Parce qu'à force de combattre l'identité française, ils vont nous mettre une république islamique à l'iranienne. Parce que les islamistes, ce ne sont pas des figurants. Ils vont profiter du lance-flamme qu'est LFI aujourd'hui. Et qu'on leur a attendu, clairement. Le lien sera de avec le magazine, parce que c'est intéressant, on va en parler, de cette scission qu'il y aura forcément au sein de l'extrême gauche entre les éléments les plus radicaux, voire islamistes, qui, à mon avis, ne sont pas d'accord avec les positions de Sandrine Rousseau sur la fin de vie. Exactement, Jordan. On voulait vous faire écouter un élément sonore. Vous le savez, depuis la semaine dernière, notre magazine c'est un véritable carton suite aux événements de l'Assemblée nationale. Et le philosophe Michel Onfray s'est d'ailleurs procuré notre dernier numéro. On l'écoute tout de suite. J'ai acheté la revue pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Et c'est un dossier extraordinaire. C'est une enquête vraiment très bien faite, vraiment très fouillée. Et c'est une enquête dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Ça fait des années que je dis qu'il faut se méfier de Jean-Luc Mélenchon. Des années. Pour seul argument que on ne choisit pas Robespierre comme héros en n'étant pas un personnage dangereux. L'homme de la loi sur les suspects, l'homme du tribunal révolutionnaire, l'homme de la guillotine, l'homme de la terreur. C'est celui qu'on choisit comme avenir pour la France ou comme idéal.
Oui, Driss Djali, vous l'avez vu sur notre dernier magazine Frontières, on s'interroge sur la France Insoumise, le parti de l'étranger, où on explique qu'il coche aujourd'hui toutes les cases, islamisme, racisme, anti-blanc en majeure partie, et antisémitisme. Il y a eu des événements dingues après la sortie de ce magazine, vous l'avez vu, il se fait attaquer en kiosque, on déchire le logo, on le cache, mais pire que ça, on s'est fait attaquer nous-mêmes physiquement en tant que journalistes, au sein même de l'Assemblée nationale, temple de la démocratie et du peuple, où des collaborateurs de la France Insoumise qui se sont sentis visés alors qu'aucune donnée personnelle n'a été épinglée sur eux. Il ne s'agit que d'informations publiques, des tweets par exemple, et eux-mêmes ne s'étaient pas officiels lorsque Le Monde ou des médias de gauche avaient épinglé, listé, cartographié des personnalités de droite, ont manifesté dans l'Assemblée nationale contre ce magazine. Des députés y ont pris part et ont pris à partie Louise Maurice qui était avec nous, David Alem et moi-même. Louise a été plaquée contre un mur par une députée socialiste qui lui met des coups dans le ventre. Quand on repense à cette semaine complètement folle, qu'est-ce que vous, je sais que vous êtes un fervent défenseur de la liberté d'expression, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'un magazine aussi puissant soit-il dans son enquête, dans sa critique de la gauche soit-il, puisse être attaqué de cette façon? Bien, plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez... je vois des nuages noirs à l'horizon. On est vraiment dans une atmosphère qui rappelle les prémices d'une guerre civile ou d'une révolution. Parce que c'est toujours comme ça, c'est l'augmentation progressive des incivilités, des violences, notamment des violences politiques, et le fait que l'impensable devient pensable. La fameuse fenêtre d'Overton est à l'œuvre, c'est-à-dire que quand même donner des coups de coude à des journalistes, déjà manifester dans un parlement contre un journal, moi, ça ne cadre pas avec mes neurones humbles et modestes. Que faisait la CGT dans l'Assemblée nationale quand même? On a quand même 3 000 milliards de dettes quand même. Faut quand même un agenda, un ordre du jour à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que faisait la CGT? Ils sont pas contents, ils ont le droit de manifester ailleurs. Déjà, il y a un problème. Ça, c'est le premier problème. Deuxième observation, j'ai l'impression que la gauche est tétanisée par l'islamisme. L'effet Charlie Hebdo, quand même, il y a eu des têtes décapitées, des morts, et qu'ils veulent pas se l'avouer, parce qu'ils ont perdu, au fait, le monopole... la violence, c'est un privilège. Parce que, au fait, il n'y a pas de débat quand, à la fin du débat, tu me casses ta gueule. Au fait, c'est ça aujourd'hui avec l'islamisme. On peut toujours parler de tout ce qu'on veut. À la fin du débat, en sortant, il y a toujours une menace de décapitation, d'un Charlie, et tout ça. On en est là. La gauche l'a bien compris. Et là, je pense qu'il y a une espèce de surenchère. Ils se défoulent sur Frontières ou sur la droite. Ils passent leur nerf pour pas reconnaître au fait qu'ils sont dans leur pays, la France, c'est quand même français, ils sont dépassés par l'islamisme. Il y a ça. Et troisième point, j'hésitais à le dire, vous étiez quand même la plus française, vous Louise, dans cette image. Donc les coups de coude ne vous ont pas... sont un hommage à vous, parce que moi je voyais, je suis un homme, je regarde quand même l'image. Il y a quelque chose quand même d'esthétique quand on voit je sais pas Jeanne d'Arc, mais quand on voit quand même la France qui est malmenée par une autre France. Et vous, excusez-moi, moi je suis un étranger, donc vous pouvez me dire que j'ai pas le droit de parler, mais il y a dans ce pays, vous avez dans ce pays une guerre civile qui remonte à la Révolution, voire avant, protestant catholique, mais déjà à la Révolution. La gauche, la droite, monarchiste, républicain, cette guerre est devenue complètement folle. Moi, j'appelle une réconciliation droite-gauche, parce que sinon, vous allez perdre la France. Parce que c'est les islamistes qui vont la prendre, la DZ Mafia, les Américains, les Russes, parce que la France est convoitée. C'est la fille aînée de l'Europe, tout ça. On peut dire, c'est pas que c'est un pays. Ce serait une victoire symbolique aussi. Bien sûr, symbolique, tout à fait. Et moi, je vois que cette guerre civile, elle est devenue une guerre civile entre une esthétique de la mort et une esthétique de la jeunesse. Je vois les filles, moi, je vois les manifs et les filles, je vois tout ce qui tourne autour de la gauche. Je ne vois pas parler des filles. C'est quand même moche, quand même. C'est même aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Il y a quelque chose, parce que l'euthanasie, l'IVG, vous voyez tous ces tatouages, parfois ce manque d'hygiène. Il y a quelque chose moi, je dis, il faut qu'on arrête quand même. Parce qu'on va vers une espèce de dilution de l'Occident. Et moi, je préfère cet Occident-là à l'Occident de...
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, une réconciliation Ouais. gauche-droite. Je Oui, doute oui. qu'on la voit à À l'œuvre terme, l'année prochaine lors des élections municipales. Je voulais y Non. venir puisque on va voir la stratégie de la France Insoumise à l'œuvre. Vous l'avez vu à Villeneuve-Saint-Georges avec cette Oui. candidature de Louis Boyard qui a finalement été écrasée par Christelle Niasme, la candidate de la Le droite. grand remplacement. On a vu une union des droites en fait à Villeneuve-Saint-Georges et Louis Boyard qui depuis a été écarté par son propre groupe. Sans doute vous nous le direz parce que Blanc a écarté par Mamadou Traoré qui était le candidat légitime des quartiers. Pour vous, est-ce que c'est ça la stratégie de la France Insoumise pour les municipales à venir? Est-ce que ça va être de représenter les quartiers des cités et de jouer avec finalement le tic-tac démographique dans chacune Bien des sûr. cités, des villes? À Roubaix, par exemple, Bien moi sûr. j'ai eu un ami proche de David Guiraud qui me disait Roubaix c'est gagné pour David Guiraud, la ville est à 80% musulmane. Est-ce que les villes où le tic-tac démographique est terminé vont tomber dans les mains de la France Insoumise? Difficile de répondre. Probablement. D'où la surenchère sur la Palestine. Probablement. Je pense qu'ils vont aussi se faire rattraper par le grand remplacement. C'est-à-dire par le chamboulement démographique. Moi, je ne vois pas pourquoi un Mamadou ou un Mokhtar ne remplacerait pas un Louis Boyard ou une Sandrine Rousseau ou ailleurs. Enfin, il faut pousser la logique jusqu'à la fin. Et là, ils viendront se plaindre. Mais ce sera trop tard et on ne va pas les plaindre. Moi, je pense aussi qu'il y a un grand vide, au fait. Ils profitent d'un grand vide de la part de la droite française qui ne s'adresse pas aux diasporas, parce que tout le monde n'est pas islamiste, tout le monde n'est pas obsédé par la Palestine, tout le monde n'est pas trafiquant de drogue, tout le monde n'est pas aspirant, candidat à être joueur de foot au Real Madrid. Il y a des gens qui veulent que leurs enfants s'en sortent quand même. Il y a des gens qui veulent participer au projet français, soit en étant assimilés à 100%, c'est-à-dire francisé, parce que l'assimilation, c'est un terme que personne... Francisé, c'est-à-dire le cochon, le lard, le vin, pas que le foot, c'est tout ça la France. C'est pas la femme supérieure à l'homme, c'est une rêve... Ou intégrer tout simplement, c'est-à-dire je reste moi-même, mais nous créons de la valeur ensemble. La droite ne parle pas à ces musulmans-là, ou à ces Africains-là. Et ce qui va se passer, c'est que bon, on déborde du sujet, c'est que de plus en plus la politique deviendra identitaire dans ce pays. Dès que vous aurez les gays, les Français de souche, quand un ami qui nous écoute aujourd'hui dans le sud de la France appelle les Mohicans, qui ont quitté Paris, qui ont quitté Nantes, vont quitter Grenoble, ils vont se réfugier dans les campagnes, tout ça. Donc vous aurez les musulmans et les Africains. Et l'islam sera l'effet d'amalgame entre musulmans et africains. Vous aurez un bloc afro-musulman, afro-maghrébin. Là, c'est catastrophique. Et donc, il faut que la droite fasse quelque chose, parce qu'on ne peut pas se contenter que de critiquer les filles. On sait ce qu'ils font. On sait que ça va mal se terminer. L'Iran, 79, tant pis pour eux. Quand tu joues avec le feu, mais qu'est-ce qu'on fait nous ? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Comment la droite devrait aussi agir pour, on va dire, tendre la main et se tendre la main avec des Africains, des Maghrébins, même d'autres pays qui se sentent un peu isolés, mais qui pourtant, eux, ont vraiment envie d'embrasser la culture française jusqu'à, comme vous dites, aller à la fête du cochon le week-end dernier, etc. Sûr, ouais. Est-ce que c'est encore possible et comment c'est possible ? Je pense que ce qui n'est plus possible, c'est la France d'avant, c'est-à-dire la France monoculturelle, d'une seule civilisation. Mais là, l'islam est trop fort. L'islam est une hyperpuissance, c'est un rival stratégique de la civilisation française. Donc, il a une puissance magnétique qui est très forte. Donc, effectivement, on ne pourra pas rattraper tout le monde, on ne pourra pas assimiler tout le monde. Mais déjà, il y a des gens qui sont assimilables, qui se posent des questions. Il y a des gens qui sont intégrables, qui se posent des questions ou qui ne savent pas quoi faire. Ce que doit faire la droite, à mon avis, c'est déjà dédiaboliser sa relation avec l'islam. Dire que, ce que je viens de dire, l'islam, c'est une hyperpuissance. L'islam est magnifique au Maroc, en Algérie, quand il est dans son élément naturel. La France, ce n'est pas son élément naturel. Ce n'est pas un pays musulman. Il n'a aucune vocation à le devenir. Proposer des limites à ces musulmans-là, leur dire ce que c'est que la France, ce que ça ne peut pas être la France. Parce que les gens respectent les limites. Les gens se rallient à une puissance. Ils se rallient à quelque chose qui est dur. Les gens ont besoin d'un tuteur. Ils n'ont pas besoin de plusieurs choix, de plusieurs voies. Voilà, voilà, tout à fait. Les gens sont comme ça. Il faut aussi savoir
coopter les élites musulmanes de France, qui sont plutôt conservatrices. Moi, Qui sont écoutés, par contre. Hmm. Il faut réussir aussi à capter l'attention de ceux qui sont respectés et écoutés. Tout à fait. Par exemple, le grand imam de France n'est plus respecté pour beaucoup. Hein. Tout à fait. Il y a tout un travail qui est de coopter les meilleurs, parce qu'il faut, le cauchemar pour la France, ce serait d'avoir un front musulman uni. Ah oui. On va peut-être y arriver. Donc il faut vraiment diviser pour mieux régner. Il faut coopter ceux qui veulent jouer le jeu de la France. Ils sont nombreux. Il faut aussi donner il faut rassurer les gens. Parce que tout le monde sait que il y a eu les harkis. Les derniers musulmans à avoir joué le jeu de la France, ils ont été abandonnés quand même. Ils ont été abandonnés au FLN, auxquels on fait des courbettes, accord de 68, accord de 94. S'il y a quelqu'un qui a le droit d'engueuler la France, ce sont les harkis. Eux, ils peuvent engueuler la France. Parce qu'on les a abandonnés. Et ils ne le font pas. Preuve de leur noblesse d'âme. Voilà, résilience. Donc, il faut passer ces messages-là. Et puis, moi, je crois beaucoup à comment dirais-je, à la France par la République. Il faut qu'on arrête de nous dire la République. La République, c'est devenu l'euthanasie, l'IVG. Si on veut avoir quelque chose avec les musulmans, il faut retrouver la France, c'est-à-dire c'est le pays du Christ, le pays de la Vierge Marie. On ne va pas christianiser tout le monde, c'est pas possible. Mais il faut parler de grande civilisation à grande civilisation. Parce que les étrangers qui viennent en France aujourd'hui, ils vous disent vous avez un pays sans Dieu. Donc déjà, il y a un peu de mépris. C'est incroyable. Hein. Est-ce qu'ils ont tort ? Est-ce qu'on n'a pas perdu aussi cette croyance qui fait que finalement on se laisse remplacer aussi au niveau du culte clairement, on ne voit plus cette éducation religieuse, ou du moins, alors ça recommence un petit peu, hein, on voit, il y a une augmentation des baptêmes, des pratiquants pour le carême, etc. C'est très beau. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je crains que non. Mais bon, c'est déjà un bon départ. C'est déjà, parce que... ça donne espoir en tout cas. Quand je suis arrivé en France il y a 25 ans... se dire chrétien, on se cachait pour pratiquer la religion du Christ, alors qu'on est quand même dans un pays hautement chrétien, hautement catholique. Donc, je pense que nous avons un avenir qui peut être fascinant, je ne dis pas radieux, parce qu'il sera compliqué, mais nous n'avons pas de leader pour ça. Nous avons des leaders de droite qui sont dans une gestion de la zone de confort de droite. C'est-à-dire, vous avez ceux qui vous disent « méfiez-vous de l'islam à 1000%, d'accord, ok, bon. Il y en a qui vous disent « on va revenir aux années 60 », il y en a qui vous disent « on fait l'Europe ». Mais il faut sortir de la zone de confort. Par exemple, sur la pratique de l'islam, il y a une demande d'islam qui est très forte dans les diasporas. Soit on répond par la laïcité dans la zone de confort, comme ça on se fait élire. Mais ça veut dire... Soit on dit il faut peut-être faire plus de mosquées. Des mosquées qui ressemblent à des églises. Pourquoi on fait des mosquées aujourd'hui qui ressemblent à la Turquie ou à la Bosnie ? On est ni en Turquie ni en Bosnie. Moi, je serais de droite, je ferais un cahier des charges, je dis la mosquée doit ressembler à telle église, telle église. Le prêche est contrôlé par le ministère des Affaires de l'Intérieur. Il dit ça. On cadre les choses. Plutôt qu'il y ait finalement des endroits qui soient illégaux et donc qui soient finalement là aussi un piège à proie qui sont facilement radicalisables. Vous avez un monde noir en France qui vient soit de l'animisme, soit du christianisme, soit de l'islam. À terme, il va se convertir à l'islam. Parce que l'islam est dynamique. Moi, je suis la droite, le ministère des Affaires de l'Intérieur. Je rappelle au monde noir ses contentieux avec le monde arabe, l'esclavage. Il faut être quand même malin. Pourquoi les frères musulmans sont les seuls malins, sont les seuls qui font de la politique avec les filles ? Non, rappelons ce qui s'est passé. Répondons à cette demande d'islam. Vous avez des mouvements musulmans populaires, comme les Tijani, par exemple, qui sont des mouvements de ce que j'appelle l'islam du sourire, l'islam africain du Sénégal, qui sont des musulmans qui ne sont pas dans le djihad. C'est la prière et c'est le business. Enfin, le business dans l'argent émancipateur. Écoutez, moi, je suis à Place Beauvau, j'amène ces gens-là. Je les contrôle, mais je les amène. Parce que dire aux musulmans, ça va être la laïcité, ça ne marchera pas. Et la laïcité n'existe pas pour eux. N'existe pas. Et puis, il y a une demande de religieux. Alors, soit on renvoie tout le monde au pays d'origine, mais là, c'est une autre affaire. Soit ils vont aller chercher. Je préfère que ce soit moi, le grossiste, que de discuter avec le Qatar ou les frères musulmans. Parce qu'on sera toujours dépassé.
Et d'ailleurs, c'est dans une de dans un de tes reportages qui sortira sur Frontières Plus, ce côté Qatar, investissement, qui met de l'argent Bien dans les sûr, montagnes. Effectivement. Alors, on va pas spoiler Non, mais nos prochains ça spectateurs. intéressera nos J'ai auditeurs. une dernière question très rapidement Bien sur le magazine avant de passer au sujet suivant. On fait état des liaisons dangereuses des députés insoumis avec des réseaux terroristes, notamment pro-Palestine. Est-ce que vous en avez connaissance de liens avérés entre la France insoumise? Nous, on fait l'état de Al-Quds, la Ligue des parlementaires pour Al-Quds et la Palestine. On a LP4Q, Thomas Porte qui sera à l'initiative d'un réseau parlementaire pro-Palestine. On fait état de toutes ces rencontres douteuses, notamment avec Elias Dimzalen, Mariam Aboudaka, Ercilia Soudeh, qui il y avait eu aussi l'UAWC à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut vraiment établir des liens entre certains réseaux terroristes pro-palestiniens, ou en tout cas des réseaux pro-palestiniens dangereux, et la France insoumise? Moi, le seul danger que je prends dans ma vie, c'est de désobéir à ma femme. Donc, je ne fréquente pas les réseaux palestiniens ni terroristes. Non, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que il y a une fascination dans l'extrême gauche pour la force. Ils ont tellement dévirilisé, déconstruit l'homme blanc qu'ils vont aller chercher des hommes forts dans d'autres cultures. Demain, où ils défileront avec les talibans ou avec je ne sais quoi. Vous allez, voilà, c'est une époque pour les artistes, parce que vous aurez des femmes de cette mouvance-là qui vont se marier avec des talibans. Parce que elles ont tellement détruit l'idée de femme, l'idée d'homme, qu'il n'y a plus qu'un taliban pour les ramener à des choses basiques. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme? Et c'est dans Soumission, éventuellement, de Houellebecq. Ils sont tellement au Karcher, là. Ils ont tellement tout détruit qu'il n'y aura plus que une forme dégradée de l'islam, talibans, salafistes, frères musulmans, qui va les rassurer anthropologiquement. Et c'est vraiment une tragédie, parce que c'est une espèce, on a l'impression d'avoir une espèce de cancer intellectuel. Hein. Ça se bouffe, et ça n'aboutira à rien, c'est stérile. C'est stérile, parce que les musulmans qui veulent travailler en France, qui sont utiles, ils vont partir. Ils vont partir à Dubaï, ils vont repartir au Maroc. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, pour élever mes gosses, je suis parti au Maroc. Je dis, pourquoi? En France, ça craint. Je dis, c'est pas possible. C'est incroyable. Et on va garder des éléments problématiques. C'est la Révolution française. Hein. Elle a détruit Dieu, on va dire, guillemets. Elle a détruit la famille française. Elle détruit le peuple français. Alors peut-être partiront-ils parce que nous serions un pays islamophobe. Exactement, parce qu'on a un autre extrait sonore à vous faire écouter. C'est la France Insoumise qui demande une commission d'enquête sur l'islamophobie. Pour Mehdi Raïch, analyste politique, cette commission est un scandale. On écoute tout de suite. C'est juste un énorme scandale. Je cite précisément l'un des articles. Le rôle de cette commission d'enquête est d'évaluer le rôle des médias, des réseaux sociaux et des discours politiques dans la construction des stéréotypes négatifs à l'égard de l'islam et des pratiquants. C'est-à-dire qu'on est en train de réintroduire juste le droit de blasphème. C'est absolument incroyable. Driss, je crois ne rien révéler en disant que vous êtes musulman. Oui. Est-ce que la France est un pays islamophobe? Est-ce que CNews, Frontières sont des médias islamophobes? Non, la France est un des pays les plus cool avec l'islam et les musulmans. Ils y sont soignés de manière correcte, jusqu'à l'arrivée de l'ère Macron, où tout le monde est mal soigné, où il y a 12 heures d'attente aux urgences, mais jusqu'en 2017, quand même, les soins étaient assez corrects. Hein. Donc, ils y sont logés, HLM, etc. Et il y avait un système éducatif qui était intéressant. Tout cela sont des choses qui n'existent pas dans le pays musulman. La santé publique, l'éducation publique, le logement HLM. Il faut voir les conditions de vie des musulmans dans les pays musulmans. Vous pouvez être de toute obédience musulmane en France, alors qu'on ne peut pas être alawite aujourd'hui en Syrie. Celui que M. Macron invite en France, M. Al-Joulani, le nouveau président, a quand même permis à ce que ces troupes fassent défiler à quatre pattes les alaouites, qui sont des musulmans. On peut être chiite en France. Il est difficile d'être chiite dans un pays du Maghreb, par exemple, qui est l'essentiel de l'islam de France. Vous avez des ministres musulmans. Vous en avez eu. Hein. Trouvez-moi un ministre chrétien aujourd'hui dans un pays musulman, ou blanc. Donc, bien sûr qu'il y a du racisme, il y a des imbéciles partout, il y a tout ça. Et moi, en même temps, c'est difficile. Pour ça qu'il faut être dans la nuance tout le temps. La France ne peut pas être un pays musulman. Donc, la France doit toujours avoir une méfiance par rapport à l'islam. Ce n'est pas une hostilité. Il faut avoir une méfiance. C'est comme quand vous êtes végan. Vous êtes végane, vous ne mangez pas de la viande rouge.
et on vous demandait ce que vous indique où est la viande rouge. La France doit toujours avoir une certaine méfiance par rapport à l'islam parce qu'il est un de ses concurrents stratégiques majeurs. Et il n'est pas faible, il est très fort. Donc, moi, je n'en voudrais jamais à un Français qui me dit qu'il n'est pas musulman ou qu'il a des réserves par rapport à l'islam. La ligne, elle est très claire, c'est la discrimination. C'est le refus de louer des appartements, juger les gens sur le code postal, dans les CV. Mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de LFI. Ce que veut faire LFI, c'est elle transporte la stratégie des frères musulmans qui est de dire on va créer un délit d'islamophobie, comme ça on tue le réveil de la droite que vous représentez, vous et CNews, parce que là, on criminalise tout. Et ils ont en prétexte les lois contre l'antisémitisme. Ils vous disent, si les juifs, on peut pas critiquer, la loi Guissot, tout ça, eh bien, pourquoi pas les musulmans? Donc, c'est une stratégie extrêmement bien pensée. Et pourtant, on voit pas la LFI monter au créneau sur la christianophobie, qui est pourtant galopante dans ce pays, avec des églises brûlées, avec des incendies, des églises vandalisées. Pourquoi les musulmans, eux, se rebiffent, si je puis dire, à la moindre expression d'une forme d'islamophobie qui, vous l'avez dit, il y a des imbéciles partout. Il peut arriver une fois une attaque sur une mosquée, bon voilà, et tout le monde le condamne. Mais est-ce que finalement, ils sont beaucoup plus puissants pour se révolter que les chrétiens qui se font marcher dessus dans ce pays sans rien dire? Alors, c'est là que la civilisation est le prélude à la barbarie. On a tellement civilisé l'homme blanc, l'homme européen, donc le chrétien, qu'il a cessé de se comporter comme une culture tribale ou clanique. Je suis saisi par le fait que l'homme blanc, où qu'il soit, est toujours individualiste. Alors que quand on attaque une autre personne, elle croit qu'elle est attaquée globalement. Hein, et le blanc, le français de souche ne se considère pas comme un peuple. C'est ma pomme, c'est moi. Alors que vous prenez n'importe quelle communauté, tu en touches un, déjà ils s'appellent frères entre eux, ma sœur, frère. C'est une symbolique, les mots. Les mots ont un sens. Pour l'anecdote, Sébastien Delogu, lors d'un rassemblement de la France Insoumise contre la manifestation pour le Rassemblement National pour la démocratie, lorsqu'il m'a vu arriver avec l'équipe de frontières et de nos agents de sécurité, voyant un homme noir m'accompagnant faisant ma sécurité, lui dit, en parlant de moi, tu fais la sécurité de ça, frère. Alors il lui dit frère, et qui plus est, derrière, on l'entend lui dire, allez, va-t'en, en parlant, va-t'en avec ton noir de service. Voilà. Donc il y a cette forme de racisme par rapport à la France et ce côté effectivement très communautariste, frère en fait. Et dès mais il devient qu'un un frère traître. devient un traître parce qu'il protège un blanc et sécurise un blanc de droite, il sort de ce clan finalement. Tout à fait. Et ça c'est vrai aux États-Unis. C'est pour ça que les marques d'ailleurs, les marques qu'on va pas citer, qui font du marketing. Coca, par exemple, elle s'est permise dans une formation interne de dire « Be less white », soyez moins blanc. Vous vous rendez compte, Coca. Bon, après, elle l'a retiré. Mais la faute est faite. La faute est faite. Parce qu'elles savent très bien que les blancs ne réagissent pas. Parce qu'ils ils ne se considèrent pas comme un groupe homogène. Maintenant, comment sortir de ça? Moi, je dis, il faut... et puis, autre chose, l'ennemi de LFI, enfin, LFI, c'est l'héritier, et c'est pas le seul, hein. Macron aussi. Ce sont les héritiers de la Révolution française. Ils ont tué Dieu, entre guillemets, la famille française. Là, il n'y a plus de droite. Hein, vous êtes la renaissance de la droite. Hein, parce que moi, je regarde des partis de droite, je dis, OK, hein, entre dédiabolisation, Maastricht, tout ça, on est sur le Colisée romain. Vous êtes les fleurs qui repoussent. Donc, oui, vous disiez, j'ai vu que vous étiez ému que le RN et Marine Le Pen ne se trumpissent pas au moment de la condamnation. Oui, c'est une, entre guillemets, hein, je vais parler, c'est une maladie de blanc. C'est l'effacement. C'est l'abstinence. Hein. On fait plus de gosses, on fait plus rien. Voilà. C'est vrai. On s'abstient de se défendre, on s'abstient de faire de la politique. Moi, je reste à ma place. Je suis pas responsable politique. Mais bon, comment peut-on faire de politique sans faire de politique? Voilà, sans occuper la rue. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Mais je peux me tromper. J'espère qu'elle a raison, que j'ai tort. Mais LFI, l'ennemi, c'est le blanc hétéro, quoi. Parce que c'est la dernière résistance. C'est la dernière résistance. Et pour sortir de ça par le haut, moi je pense qu'il faut proposer à tout le monde un grand projet français qui embarque les blancs, les noirs, les asiatiques, les homos, les gays, les hétéros. Il nous faut un grand projet français. Ce ne seront pas les pistes cyclables, ni le recyclage, ni le compostage. Malheureusement, il nous faut un nouveau projet d'expansion un peu méchant. Moi, je reviens toujours à l'exemple de mon grand-père et de tirailleurs sénégalais, des goumiers, des soldats coloniaux. Ils ont rejoint la France alors qu'ils étaient tous
islamistes aujourd'hui. Enfin, mon grand-père n'était pas assimilé. Hein. Les tirailleurs sénégalais, je ne pense pas qu'ils étaient très progressistes non plus. Hein. Ils ont rejoint la France pour des clopinettes. Ils ont cassé la gueule des Allemands parce qu'ils étaient bien commandés. Et il y avait un projet. Ils sont partis en Indochine, cassé la gueule au Viet Cong pour des clopinettes. Et ils n'ont pas demandé les trucs et les filles. Moi, je rêve d'un nouveau projet français. On dit on va conquérir, je dis n'importe quoi, la Russie, l'Allemagne, l'Europe. Refaisons une vraie Europe. Comme d'ailleurs Zemmour l'a dit récemment sur Front Populaire. Il a dit il nous faut une Europe napoléonienne. Il n'a pas tort. Hein. Si l'Europe est notre projet, qu'on refasse une Europe avec toutes nos colonies. Parce que les colonies, maintenant, elles sont en France. Au moins... Tant qu'à faire. Allons coloniser le... Voilà. mais parce que les gens sont méchants. Vous prenez la Légion étrangère, c'est une école... elle opère des miracles. Vous prenez... C'est vrai. Ce ne sont pas tous des délinquants, mais vous prenez des bandits recherchés au Brésil, vous en faites des commandos. Mais moi, je dis, mais c'est génial. Pourquoi Parce que, comme l'a dit un grand monsieur de gauche, le ministre Combes, je crois, qui disait que nous sommes face à face. Hein, s'il l'a dit, c'est qu'il a raison, puisqu'il est de gauche. La gauche dit la vérité, hein, c'est la nouvelle religion. Donc, puisque nous sommes déjà face à face, je préfère qu'on soit côte à côte, dans une tranchée, contre quelqu'un. Si on me dit que l'ennemi est le russe, voilà. Bien sûr, c'est révolutionnaire. Mais on en est là aujourd'hui. C'est parce que ça continue comme ça. On va redevenir comme la Yougoslavie ou comme les pays d'Afrique. Hein. Parce que le racisme, à mon avis, a dû certainement être inventé en Afrique. Hein. Parce que les Rwandais ne sont pas bouffés entre eux. 800 000 morts quand même en 3 mois à l'arme blanche, à cause d'un blanc ou à cause... j'ai pas vu de blanc. Hein. Même si M. Macron appelle à lui la repentance des crimes. Parce que ces gens sont tellement oisifs qu'ils confessent les crimes des autres. Ils s'approprient un peu les crimes des autres. On a 3 000 milliards de dettes, le gars n'a rien à faire que de dire à Kagame, oui, c'est moi, c'est la France. Ils sont bouffés entre eux. Bouffés, oui, presque. Enfin, ils sont le Sierra Leone, ce sont des crimes de racisme, hein, de négation de l'humanité. Parce que le Hutu, il voit dans le Tutsi un animal. Il voit pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on réinvente complètement le logiciel français. Ça veut dire, ce sera mon dernier point, je sais, on sortira de la République. Ces partis dits républicains, ils ont tué la République, ils ne s'en rendent même pas compte. Tu ne peux pas avoir une République avec des 10 millions de musulmans qui ne sont pas dans la liste, ils ne seront jamais là-dedans. Avec une France multiraciale, je n'ai même pas dit multiculturelle, il n'y a plus de République. On ira dans un système qui sera de l'ordre de l'Empire. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, il faudrait un retour d'un empire pour la France. Soit on va se diviser, comme le disait, ou se soumettre, comme le disait bonapartiste. Et Bonaparte n'était pas français. Donc peut-être que le prochain Bonaparte sera kabyle ou voilà. C'est intéressant la notion de tranchée parce que ça aborde le thème suivant. On devrait faire une émission entière sur. On a vu cette photo récente de la France insoumise où il n'y avait que des blancs, donc ce serait intéressant d'y revenir. Mais il y a une nouvelle tranchée aujourd'hui, elle est entre la France et l'Algérie. Exactement. Alors là, ce matin, je ne sais plus parler entre Fisolov, exactement, Jordan. Vincent Hervouet, éditorialiste politique, s'exprime sur les 12 agents de l'ambassade de France expulsés d'Algérie. On vous fait écouter tout de suite. L'Algérie, parce que ce sont des manigances de retaillot, que c'est pas du tout une affaire de police et de justice indépendante. Ils s'indignent, ils sont colère et fureur, et du coup, ils expulsent 12 Français. Alors que depuis 3 jours, on s'étonnait du silence du Quai d'Orsay, du silence de Matignon, du silence de l'Élysée. Pour une affaire qui est quand même une affaire d'État, avec ingérence d'un pays qui vient régler ses comptes ici, chez nous. Oui, parce que vous disiez, Driss Ghali, on a quand même des ennemis. Hein. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, l'État, le régime algérien est en position d'ennemi de l'État français, de la France. Qu'est-ce que vous avez pensé là, de cette expulsion hier des agents de l'ambassade France d'Algérie, 12 agents. Alors c'était en réaction à une autre une actualité française. Comment vous l'avez interprété ? C'est dommage pour Boualem Sansal, puisque là, a priori, ça devrait retarder la libération. On voit que l'Algérie n'est pas du tout dans la bienveillance, je parle du régime algérien, parce que on n'a même pas expulsé, on a gardé à vue 3 personnes, eux ils expulsent 12 personnes, c'est-à-dire c'est le marteau pour...
Il n'y a aucune espèce Alors, M. Macron dit, M. Tebboune, mon frère, la fraternité. Il n'y a pas de fraternité. En famille, on se pardonne aussi, à un moment. Il n'y a pas de... Il nous laisse rien passer. Cette affaire, au fait, on est rattrapé par le réel, parce qu'avec M. Macron tente de prolonger l'intolérable, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une inégalité de traitement entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie est là et nous on est en bas. Et M. Macron continue penser penser la semaine dernière notamment qu'on pouvait continuer dans cette relation toxique en faisant des courbettes, et que ça allait permettre de rétablir un semblant de normalité. Là, on voit qu'on est rattrapé par le réel. Il y a eu cette affaire-là de Barbouze, probablement, parce que présomption d'innocence, et on voit que l'Algérie nous expulse 12 personnes. Donc, je pense qu'on ne peut plus faire l'économie d'un grand reset de cette relation, de faire le bilan. Chiffré, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, depuis 62, aujourd'hui, et de voir, et de banaliser cette relation. Et ça doit se faire, ça prendra du temps, mais maintenant, on ne peut plus continuer comme ça. Oui, et vous pensez que c'est Bruno Retailleau, l'un des principaux responsables de cette conflictualisation qu'il y a entre l'Algérie et la France, où l'Algérie sous-entendrait quasiment, Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, maintenant, voilà, ce qu'on sous-entend, nous, c'est qu'on veut voir Bruno Retailleau démissionner ou quitter le gouvernement. On a l'impression que c'est un petit peu ce que met dans la balance le régime algérien. Le régime algérien a un grand problème avec la droite française. Et il n'a aucun problème avec la gauche française. Rappelons-nous que le régime algérien est né dans l'émulation de la gauche française. L'armée algérienne émule l'armée française dans son organisation. C'est une république jacobine. Elle a copié la France. Elle a trouvé dans la France, dans la République, la gauche, un moule. Il faut voir tout le travail de la gauche dans les années 60, tout l'aspect là, le tiers-mondisme, les non-alignés, Che Guevara et tout ça. L'Algérie a été en pointe, et il y a beaucoup de solidarité entre la gauche française et l'Algérie. Cette gauche aussi qui est un peu traversée par une espèce elle préfère parfois l'Algérie au Maroc. Même si je suis un peu injuste là-dedans, parce que le Maroc, c'est une monarchie, donc c'est conservateur, alors que l'Algérie, c'est la République, c'est l'innovation. Bon, il y a un peu de ça. Oui, certains ont même expliqué que c'était le moment de renforcer nos relations avec le Maroc face à l'Algérie. Alors, oui et non. Nos relations, elles vont plutôt bien avec le Maroc. Elles vont bien. Bon. Je suis marocain, donc j'ai un conflit d'intérêts. Moi, je pense qu'on ne peut pas jouer que le Maroc face à l'Algérie. Il faut vraiment faire le reset avec l'Algérie, essayer de trouver un médiateur pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Est-ce que l'Algérie l'acceptera? Je ne sais pas, mais il faut que l'Algérie comprenne que la France dit stop. Parce que là, en fait, on est dans une espèce de... Je vais encore me faire plein d'amis. On est la femme battue consentante depuis 62. On se fait casser la gueule et on revient toujours au mari. Parce qu'on dit, oui, il est quand même pas mal, oui, il y a le pétrole, oui, on les a colonisés, oui, on s'est mal compris, oui, ils ont des problèmes, oui, ils n'ont pas les codes. Non, attends. On arrête là, on ne veut plus se faire casser la gueule. Et je pense que c'est comme ce qui se passe en banlieue. Ça fait 50 ans qu'on fait n'importe quoi. Que le type te brûle une voiture, tu lui dis, ah, bah tu n'as pas les codes. Ah, mais je vais te faire une médiathèque. Il te brûle la médiathèque, tu dis, ah, mais en fait, tu n'es pas parti en vacances. Hein. Dixit Madame Borne. Je dis pas, je délire pas. Il te brûle la médiathèque, tu dis, ah, bah écoute, je te fais un contrat d'emploi aidé. Il te tape l'assistante sociale, tu dis, ah, bah écoute, là, tu vas en prison, mais avec le bracelet. Il coupe le bracelet, bah tu dis, ah, bah attends, mais là, quand même, c'est l'islamophobie. En fait, c'est le même raisonnement. Il faut qu'on mette des limites. On n'a rien à perdre de toute façon, et il faut aussi prendre le monde à témoin. Moi, je serai M. Retailleau, je publie la liste des OQTF, je préserve les noms de famille, je mets le prénom, et je mets ce qui est reproché. Il faut que la Ligue arabe, il faut que l'ONU, je vais à l'ONU, je dis, les gars, le droit international, voilà, violeur, AB, tueur, voilà parce que la France ne demande rien. Nous ne demandons rien de spécial, nous demandons juste l'expulsion de gens qui sont extrêmement dangereux. On a vu les conséquences de leur dangerosité, d'ailleurs, ces dernières années. Merci beaucoup, Driss Ghali, d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir chez Frontières.